Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Pour Info, l'émission de LN24 qui consacre une heure à l'analyse, au décryptage, à l'explication d'un phénomène d'actualité. Ce lundi, près de 200 000 étudiants reprennent le chemin des auditoires dans les universités un peu partout en Belgique. L'occasion de faire le point sur cette rentrée académique, une rentrée à 100% en présentiel, un soulagement évidemment, on l'imagine, pour les étudiants comme pour les professeurs. Nous verrons comment cette rentrée a été et comment ça a été compliqué parfois d'organiser cette rentrée, quelles seront les mesures qui seront mises en place tout au long de l'année, quelle sera l'évaluation qui en sera également faite. On va aussi s'intéresser aux conséquences de la crise sanitaire en termes de retard d'apprentissage, éventuellement en termes de lien social entre les élèves, entre élèves et professeurs, ce qui a été fait pour combler ces manques et pour que cette situation ne se reproduise plus à l'avenir. On verra aussi si on peut tirer du positif de cette crise sanitaire, notamment en termes de méthodes d'enseignement. Tout ce qui est à distance a été développé un peu par la force des choses, mais quand même. Et on en parle avec des experts et spécialistes et le recteur de l'ULiège, Pierre Wolper, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Face à vous, Laurent Bellhomme, psychologue, responsable d'équipe chez Psycampus. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup aussi de passer une partie de votre matinée avec nous. Adrien Pironnet, étudiant en deuxième master droit à l'ULB, qui passe sa rentrée sur notre plateau. Merci beaucoup Adrien, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi. On est aussi en connexion vidéo avec Pascal Van Grunderbeek, conseiller pédagogique au numérique pour l'UC Louvain, pour le Learning Lab de l'UC Louvain. Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous et de nous apporter vos lumières, notamment sur ces nouvelles méthodes d'enseignement et sur les méthodes d'enseignement à distance. Pierre Wolper, d'abord, est-ce que c'est un soulagement, j'imagine, pour le recteur que vous êtes, de se dire que vous pouvez ce lundi organiser une rentrée à 100% en présentiel ? C'est plus qu'un soulagement, c'est vraiment retomber dans ce que nous faisons et dans ce que nous voulons faire. C'est enseigner nos étudiants avec des contacts. Parce que l'enseignement, ce n'est pas seulement diffuser de l'information, c'est aussi interagir. Interagir avec les enseignants, avec les assistants, mais aussi les étudiants entre eux. On oublie souvent qu'une bonne partie de l'apprentissage, c'est aussi l'interaction d'élèves et d'étudiants entre eux. Et ça joue un rôle important. Et l'intégration, vous savez, quand on étudie et qu'on est soutenu par des pairs qui font la même chose, on travaille mieux que quand on est isolé. Et on échange de l'information, on se pose des questions mutuellement, et ça fait partie de l'apprentissage. L'apprentissage est une activité sociale, ce n'est pas une activité individuelle. Il y avait, on pouvait ressentir un sentiment, une dynamique, alors au sein de la communauté des professeurs comme de celle des étudiants, de ce besoin de retour au présentiel. Il était vraiment plus que souligné. Parmi nos professeurs, beaucoup m'ont dit, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'on revienne au présentiel. Alors, évidemment, on fait ce qui est possible vu la situation de l'épidémie et vu la situation sanitaire. Maintenant, nous avons les vaccins qui, quand même, améliorent nettement la situation. Donc, c'est ce qui nous fait croire et penser et espérer que nous allons pouvoir continuer dans la même optique pendant toute l'année. Le pire, ce serait de devoir revenir en arrière parce que la situation sanitaire se détériore. Et dans tous les cas, et on y reviendra de toute façon, la règle sera de respecter et de suivre les mesures générales qui sont données pour le reste de la société et pour le reste de la population. Adrien, votre sentiment à quelques heures, on peut le dire comme ça, de cette rentrée, de votre rentrée, c'est aussi un soulagement ? Ici, je pense que pendant 2 ans déjà, on a vraiment pu voir que les contacts sociaux, c'était quelque chose d'essentiel. On en a été totalement privé et ça me fait penser à une petite, en relisant un peu dans les livres avant de venir, petite citation qu'on trouve dans la Divine Comédie de Dante. Il disait qu'il n'est pas de plus grande douleur que de se souvenir des temps heureux de la misère. Ben là, c'était exactement, je pense qu'on a vraiment pris conscience de cette citation à 100%. Tout ce dont on a été privé, on a vraiment pris compte. Et donc aujourd'hui, je crois qu'avec un grand oui, je peux dire que c'est un soulagement, c'est le retour de l'espoir, le retour à une vie sociale aussi, mais à une vie, disons, pseudo-normale, donc un grand oui. En deuxième master, évidemment, il y a un peu moins de réticence à l'idée de la rentrée parce qu'on est habitué de deux, on sent aussi la fin arriver, mais on peut sentir au sein de la communauté étudiante, peut-être chez les plus jeunes aussi, un peu un côté, une rentrée pas comme les autres, parce qu'une rentrée où on est vraiment content de rentrer, de retourner en cours en fait. Oui, moi personnellement j'ai connu l'avant et l'après, donc ça a été quelque chose de très spécial. Bon,
au moins, je peux me dire que avant, j'ai connu la rentrée, disons, classique, habituelle, mais quand je vois, par exemple, les étudiants qui sont rentrés dans ces 2 dernières années, qui sont vraiment rentrés dans les hautes écoles ou universités, là, c'était un peu catastrophe pour eux. Ils arrivent dans les établissements d'enseignement supérieur, mais dans une expérience qui est tout à fait nouvelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, mais aussi une expérience nouvelle pour les professeurs qui ne sont pas habitués à ce genre de méthode. Et je pense qu'ici, à mon avis, ceux qui arrivent cette année sont quand même un peu, j'espère qu'ils sont confiants par rapport à ce qui va leur arriver. Et à comment ils vont vivre tout ça. Laurent Bellhomme, on se rend compte effectivement, pour toute une partie d'étudiants, c'est vraiment presque une première rentrée parce qu'ils ont jamais vécu l'université telle que nous tous autour de cette table, on a pu aussi la connaître. Oui, tout à fait. C'est une première rentrée, alors particulièrement pour ceux dont c'est la première année dans le supérieur, mais aussi pour ceux qui commençaient l'année passée et qui, en effet, n'ont pas du tout connu les mêmes conditions. Donc c'est une rentrée qui est vraiment importante et on a parlé beaucoup à quel point les contacts sociaux étaient importants. Et je crois que c'est aussi une rentrée importante parce qu'actuellement, la situation s'est améliorée. La plupart des jeunes et des moins jeunes ont eu l'occasion de se remettre à fréquenter leur cercle d'amis. Par contre, ce qui est encore compliqué, c'est de faire des nouvelles rencontres. Et ça, c'est vraiment typique de la rentrée universitaire, cette occasion de s'ouvrir au monde, de faire des nouvelles rencontres. Les étudiants entre eux, vous parliez de l'importance pour l'apprentissage, mais alors évidemment aussi pour le bien-être et pour la santé mentale. On y pense, Pierre Wolper, à quel point ça peut être un moment important pour les étudiants. Et donc il y a des choses qui ont été mises en place un peu nouvelles, par exemple, par rapport aux autres années, en disant cette première rentrée post-Covid, il y a par exemple certains points sur lesquels on va devoir insister ou mettre le paquet. On fait des choses qu'on faisait déjà précédemment, des journées d'accueil. On a fait la semaine passée une journée d'accueil pour de nouveaux étudiants. Dans chaque section, on essaie de créer des événements qui permettent aux étudiants de se rencontrer. Parce que c'est vrai, quand on débarque à l'université, on n'a pas forcément des personnes qu'on connaissait précédemment qui sont dans la même section, dans la même université. Donc, il faut se faire de nouveaux contacts. Et ça, il n'y a rien à faire. Le faire à distance, c'est extrêmement difficile. Maintenant, je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus particulier, c'est que certains étudiants se sont très bien habitués au système à distance. Et pour eux, c'est un changement aussi de revenir en présence. On doit suivre le cours, on doit se lever peut-être un peu plus tôt pour aller sur le campus. On est obligé de s'habiller. En tout cas, on ne peut pas s'arrêter juste au niveau de la ceinture quand on s'habille, voilà. Donc, il faut se réapproprier, en fait, un autre mode de vie. Et par certains côtés, certains aimaient bien les cours à distance, mais pas tous. Et le manque de contact était quand même perçu par tout le monde. Mais ils voyaient aussi des avantages aux cours à distance. Donc, justement, on a probablement parlé tout à l'heure de ce qu'on va garder de cette expérience quand même tout à fait exceptionnelle d'enseignement à distance pendant 1 an et demi. Et je crois qu'il en restera quand même toute une série de choses. Mais n'empêche que le retour sur le campus, c'est quelque chose de souhaité autant par les profs que par les étudiants, certainement. On y reviendra effectivement sur toutes les nouveautés que les cours à distance ont pu apporter. Pascal Van Grunderbeek, justement, c'est aussi, même quand, comme vous, on est plongé dans ces méthodes d'enseignement à distance, il y a quand même une petite satisfaction à voir les étudiants, les profs, tous reprendre le chemin des auditoires. Absolument, c'est absolument essentiel. On est vraiment ravis de se retrouver toutes et tous sur les sites parce qu'apprendre, c'est avant tout une expérience sociale. Et pour vivre cette expérience sociale, pour qu'elle soit tout à fait complète, il y a rien à faire. Il faut maintenir du lien et du lien en présence, se retrouver dans les auditoires, dans les salles de laboratoire, dans les learning centers. Voilà, tous ces espaces de support aux apprentissages sont absolument importants. Mais vivre cette expérience, c'est avant tout nouer des liens et c'est particulièrement important. On l'a dit, on les a cités, on pense très fort à eux. Ce sont tous nos nouveaux étudiants qui arrivent en bac 1, qui font non seulement leur première expérience à l'université, mais pour qui c'est une transition majeure, pas seulement sur le plan du niveau des études, mais aussi sur le plan de l'expérience, justement. Ils ont connu rendez-vous compte 3 quadrimestres en partie à distance ou
ou complètement à distance selon les situations. Et donc, c'était vraiment extrêmement important de faire un maximum pour créer le lien et l'expérience sociale sur place. Je ne sais pas si on se souvient de nos études, on se souvient du temps qu'on a passé à apprendre, mais on se souvient surtout du temps qu'on a passé au contact des uns et des autres, dans les couloirs, en dehors, dans les activités culturelles, sportives. Et donc, voilà, apprendre, c'est aussi l'ensemble de ces éléments-là. Laurent Bellhomme, on dit quoi aux étudiants, aux primo-arrivants à l'université, presque à ceux qui vont aller vivre pour la première fois ce type d'expérience dans une rentrée comme celle-ci, qui est un peu particulière, avec certes toujours des règles, mais avec ce retour, c'est quoi le message? C'est profiter et ne perdez pas de temps pour faire des rencontres? Je pense que ça peut être un bon message, évidemment. Chaque famille a ses propres valeurs et les propres messages qu'elle souhaite porter auprès des jeunes. Mais que je recommanderais aux jeunes, en tout cas, c'est d'essayer de profiter de ce moment-ci un maximum pour avoir l'occasion d'expérimenter, d'entendre d'autres points de vue. Oui, c'est vraiment l'espoir qu'on a. Je crois qu'il y a quand même aussi un autre axe qu'il faut aborder, c'est qu'il y a une certaine... Avant la crise du Covid, on avait déjà certains marqueurs d'interrogation ou parfois de perte de confiance dans les institutions et dans le projet sociétal, en fait. Et ça, je crois qu'il faut dire que ça s'est quand même aggravé avec la crise. Et j'espère que cette occasion de se re-rencontrer et de se parler pourra peut-être permettre de commencer à réduire cette fracture. Pierre Wolpers, ça fait effectivement partie aussi du rôle de l'université, cette espèce de rôle d'élévation du débat dans une période aussi trouble et troublée que celle qu'on vient de connaître. Certainement. D'abord, les études, ce n'est pas seulement les disciplines précises que l'on a choisi d'étudier, c'est apprendre plus. Et je crois qu'un des rôles importants de l'université, justement dans une situation comme celle que nous vivons, et de façon plus générale, c'est d'organiser le débat. Et le débat, quelque chose qui maintenant s'est un peu transposé sur les réseaux sociaux, par exemple, mais souvent de façon virulente. Et alors on n'a plus ce débat modéré, cette méthode de travail par rapport à analyser une situation. Et ça fait partie de nos formations, quelle que soit la filière. On forme nos étudiants à raisonner, à analyser une situation, à essayer de comprendre, à essayer de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est la science progresse comme cela. Et cet apprentissage s'applique bien sûr dans les disciplines étudiées, mais de façon plus large. Et ça, c'est un message que nous donnons régulièrement à nos étudiants. Adrien, c'est effectivement, on sent la possibilité d'être au cœur de ce débat de société. Oui, ici, clairement, de manière générale, l'enseignement, c'est une manière de s'émanciper. Et je pense que, comme l'a très bien dit monsieur le recteur, c'est une manière de poser le débat, justement avec des jeunes qui ont plein d'idées, qui ont peut-être besoin d'apprendre des choses nouvelles pour pouvoir justement participer au débat avec toutes les clés. Donc ici, oui, c'est fondamental de discuter dans les universités, les hautes écoles. C'est vraiment un lieu à penser tout particulier. Et c'est là où, justement, on forme une certaine partie des adultes de demain. Donc, oui, fondamental pour moi. Et des décideurs aussi de demain. Pierre Wolpers, un des débats, peut-être, de cette rentrée, il portera autour de la vaccination. On l'envisage comment ? Évidemment, pas d'obligation, ni pour les professeurs, ni pour le corps étudiant? Pour le moment, non. Dans les obligations ne sont pas quelque chose que nous pouvons décider au niveau de l'université ou même des universités. C'est une décision des gouvernements. Maintenant, nous encourageons fortement la vaccination. Dans toutes les universités, nous avons pris des mesures pour faciliter la vaccination. Cette semaine s'ouvrira sur notre campus à Liège et sur d'autres campus, d'autres universités également, des centres de vaccination pour qu'on puisse facilement se faire vacciner en allant simplement en cours et puis pendant les pauses ou à d'autres moments, pouvoir passer au centre de vaccination et avoir une première dose et puis quelques semaines après la deuxième dose. Donc nous sommes dans une situation où on a envie de revivre et si on analyse ce qui se passe, on voit que pour contrôler une épidémie, il y a deux moyens. Il y a empêcher les contaminations. Mais empêcher les contaminations, c'est effectivement les masques sont toujours présents, mais les distances et ne pas faire d'événements, disons, plus conviviaux. C'est ça. Éviter les contaminations, c'est aussi se priver de toute une partie c'est se priver dont de on n'a plus envie de se priver. Parce que les contaminations viennent par les contacts. Et l'autre arme que nous avons pour éviter les contaminations et surtout les cas graves de la maladie, c'est la vaccination. Donc, si on ne l'utilise pas suffisamment, on risque un retour en arrière.
Vous savez, le retour en arrière viendra si, à un moment donné, nous avons une surcharge dans les hôpitaux, trop de personnes malades, et une situation qui va redevenir ingérable. Je pense que la Belgique, globalement, est un pays où on a très bien vacciné. Il y a des variations suivant les villes et les régions, mais on est quand même dans les pays les mieux vaccinés au monde. Et je pense que c'est un atout, et ça va nous permettre d'aller de l'avant. Mais il faut rester prudent et se rendre compte que si nous avons une fraction de la population non vaccinée, même si ce n'est que 20%, il y a un risque pour cette fraction de la population non vaccinée. Oui, que ce risque, il est toujours là. Adrien, c'est une discussion que vous avez aussi avec vos camarades d'auditoire? En fait, c'est une question assez difficile parce que d'un côté, on est assez content de retourner sur le campus, d'avoir un nouvel espoir de vie sociale. Et d'un autre côté, oui, il faut fatalement, comme tout le monde dans la société, il n'y a pas de grande surprise, il faut respecter un certain nombre de règles. Mais je pense qu'ici, vu les sacrifices qui ont déjà été faits auparavant, je crois que la pilule est beaucoup plus facile à avaler aujourd'hui que si on était 6 mois en arrière. C'est ça, c'est une estimation évidemment au doigt mouillé, mais a priori, vu les contraintes que ça pourrait impliquer, vous pensez qu'il y aura une relative acceptation de la vaccination? Les côtés, ici à mon avis, les côtés positifs et le réjouissement de se retrouver quand même seront plus grands. C'est quand même ça qui est important aussi. Exactement. On fait une première petite pause dans cette émission. Juste après, outre ces côtés positifs, la joie de se retrouver, on va se demander si cette période, si la crise sanitaire a provoqué des lacunes en termes psychologiques, sociaux, en termes d'apprentissage, éventuellement ce que ça a amené de positif aussi. C'est ce qui nous attend dans la suite de ce Pour Info, juste après une petite pause. La deuxième partie du Pour Info, on continue à s'intéresser à la rentrée académique avec le recteur de l'ULiège, Pierre Wolper, Laurent Bellhomme de Psycampus, Pascal Van Grunderbeek de l'UC Louvain Learning Lab et Adrien Pironnet, étudiant en deuxième master en droit à l'ULB. Cette rentrée académique, on le disait en première partie, c'est la première rentrée à 100% en présentiel depuis cette crise sanitaire. Laurent Bellhomme, ça a souvent été évoqué, je trouve que ça vaut toujours la peine d'être souligné. Un des enseignements de cette crise, c'est que la santé psychologique, les rapports psychosociaux entre étudiants, ils ont vraiment été mis à mal. C'est peut-être ça qui est une des composantes de leur réalité qui a le plus souffert. Oui, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment le premier facteur. Alors, il y en a un autre qui est très important, c'est que la crise a participé à un accroissement de la précarisation des étudiants. Et ça, c'est quand même très grave aussi. Et ça s'améliore pas, par contre. On reste toujours dans des situations très difficiles. Par contre, ça a vraiment visibilisé à quel point c'est un moment de la vie où il est vital de pouvoir se construire en s'appuyant sur les autres, de pouvoir faire un pas vers l'autonomie, vers se construire ses propres idées, sa propre manière de voir le monde, et que ça passe par des échanges avec d'autres en dehors du cercle familial. Oui, c'est ça, c'est pas juste une histoire de relations sociales, de stimuli, presque, c'est vraiment ça va plus loin, c'est toute une partie de la construction de l'être humain, passe par ces rapports sociaux. Tout à fait, ouais. Et ça, est-ce que, alors peut-être je vais aller un peu loin, mais c'est presque dommage à ce moment-là de se dire qu'il a fallu une telle crise pour se rendre compte de l'importance de ces rapports. Là, évidemment, je suis d'accord avec vous. De se dire que ça a effectivement été dommage. Pascal Van Grunderbeek, c'est un des enseignements aussi, c'est que, alors, on l'a dit en première partie, une majorité de gens espèrent qu'on ne va pas revenir à une situation où ça devient la norme, mais cette crise, elle a aussi montré qu'il y avait moyen de faire des choses novatrices, complètes, pertinentes, à distance. Alors, dans un premier temps, il faut dire les choses aussi, on était face à un sentiment d'urgence. Il a fallu pour tout le monde, dans toutes les universités, toutes les hautes écoles, basculer en l'espace de quelques jours à peine ou tout à distance. Et donc évidemment, on est complètement sorti de la zone de confort pour probablement une grande partie des personnes. Et donc il est évident que dans un premier temps, là, on a dû assister nécessairement à des effets ce qu'on appelle des effets de transposition. Donc c'est-à-dire qu'on cherchait à tout prix à pouvoir au moins assurer la présence, je vais dire de façon très symbolique, la tête qui parle.
Et donc, on a assisté à des effets de transposition qui probablement n'ont pas été des plus heureux. On sait aussi qu'il y a une certaine lassitude, une fatigue. On a parlé de fatigue Zoom ou de fatigue des systèmes de visio. Donc, passé cet élément-là, il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été mises en place et c'est probablement l'une des sources d'information, enfin d'enseignement les plus importantes. Vous avez dit, il y a une espèce de mise en écho, un besoin super important de travailler sur la qualité de la relation et la qualité des interactions. Et donc, beaucoup d'enseignantes et d'enseignants ont vraiment cherché en fait à créer des dispositifs qui permettent de donner la parole à leurs étudiants. Alors évidemment, la taille de la cohorte, la taille du groupe auquel on a à faire face conditionne évidemment les conditions dans lesquelles ça se passe, mais donner des occasions d'avoir du feedback et de situer ces apprentissages en faisant par exemple des évaluations avec un système de télévoteur. C'est quelque chose qu'on pratiquait déjà avant la pandémie, qu'on a encore amplifié pendant la pandémie. Et donc, pouvoir poser des questions aux étudiants, obtenir de façon silencieuse et anonyme, eh bien, ça a des vertus positives. On a le droit de se prendre les pieds dans le tapis, on peut avoir un rapport constructif à l'erreur et avoir du feedback. Donc ça, c'est un des éléments qui peut être mis en place. Au niveau des interactions, Monsieur le recteur a évoqué là tantôt toute l'importance de la prise de recul et de l'esprit critique. Si on veut mettre en place un dispositif, un moyen d'enseignement qui soit aligné sur cet objectif de prise de recul, ça nécessite de créer des occasions, des espaces, même à distance, pour pouvoir interagir, pour pouvoir discuter entre étudiantes et étudiants. Et donc là aussi, les moyens technologiques, progressivement, ça n'était pas forcément le cas au démarrage, parce que là aussi, ça a évolué, mais assez rapidement, on a créé des occasions pour que les étudiants puissent se retrouver dans des petites salles virtuelles pour étudier, enfin discuter entre eux, faire des travaux de groupe. Et ça aussi, ça participe des moyens d'aller vers ce type d'objectifs qui sont extrêmement importants. Donc ça, oui, ce sont des éléments positifs, même si, évidemment, il y a eu des effets d'adaptation nécessaires, mais démultiplier les occasions d'entrer en interaction, pas seulement entre l'enseignant, l'enseignante et ses étudiants, aussi entrer en interaction avec le contenu et permettre, ça a été dit également, les interactions vraiment entre les étudiants. Ça, c'est quelque chose, je pense, que les équipes éducatives, en règle générale, ont vraiment en tête, de se dire il y a la possibilité, le besoin absolument essentiel de mettre ça en place et les supports technologiques peuvent être un moyen de parvenir à cela. Adrien, vous vous êtes senti à la fois, est-ce que vous avez ressenti ce manque et pour le combler, est-ce que vous vous êtes senti soutenu par les professeurs de l'université, vos camarades, parfois où il y avait une solidarité de facto presque ? Alors au niveau de la solidarité, oui, il y en a eu une réellement parce que grâce aux réseaux sociaux quand même, on a cette grande chance. Qui parfois produisent du bon. Oui, il faut le dire malgré aussi. tout, il faut le dire. Oui. Il n'y a pas, disons là, il n'y a pas la chance de créer les liens sociaux de manière aussi évidente que dans les auditoires, mais de maintenir le contact et justement là de pouvoir échanger sur les cours de manière, disons, assez efficace, de pouvoir travailler en commun. Et ici, en termes d'adaptation, je dirais que c'est assez partagé, parce que d'un côté, je veux dire, il y a vraiment eu de très bons efforts de la part de la fac, de l'université de manière générale. Là, il y a vraiment eu un gros effort d'adaptation. Par contre, c'était plutôt au niveau des professeurs où, pour certains, ça coinçait parce que certains étaient totalement inhabitués à la technologie. Je vais dire de manière générale, on le voyait bien que bon, ils faisaient de leur mieux. Il y avait la volonté aussi, une bonne volonté, de la bonne foi, mais parfois des professeurs parfois assez âgés qui ont plus de difficultés. Et là, ça coinçait parce que il y a certains cours où d'habitude dans l'auditoire, le professeur fait des schémas pour expliquer. C'est beaucoup plus lisible que lorsqu'il fait son schéma sur sa feuille et qu'après il nous scanne sa feuille. Où là, c'est plus compliqué. Où le support technique ne peut pas toujours permettre de tout faire non plus. Ça a été compliqué, Pierre Wolper, de lancer cette dynamique auprès, effectivement, d'enseignants qui n'étaient vraiment pas habitués aux nouvelles technologies. Rappelons-nous que ça a commencé en mars 2020 de façon très brutale. Hein. En quelques jours, on a dit on bascule à distance. Et c'était la bonne chose à faire. Oui, voilà. Ça en termes sanitaires, personne ne... Mais maintenant, évidemment, l'adaptation, bon, il y a personne qui était plus ou moins habitué à utiliser les moyens technologiques, c'est clair. Notre corps enseignant est très varié, les disciplines sont variées. Bon, dans une faculté, on enseigne l'informatique, c'est pas la même chose que dans une faculté, on enseigne le droit ou la philosophie. Comme
c'est simplement une question d'habitude. Mais nous avions déjà certains outils. Mais on a dû largement développer nos outils, renforcer nos infrastructures pour tenir tout le trafic. Donc c'était avec parfois des couacs, il faut bien le dire. C'est la réalité. Oui, mais ce qui est logique aussi, quand il y a une telle situation qui tombe dessus d'une manière aussi abrupte, c'est normal que tout ne pouvait pas se dérouler évidemment. parfaitement. Donc les équipes ont fait des affaires énormes pour mettre à jour, notamment la capacité de connexion simultanée. Quand on ne travaille jamais avec le même nombre d'étudiants connectés de serveurs en même temps, ce genre de choses. Alors c'est du technique, mais ça a dû être fait extrêmement rapidement. Alors par rapport aux moyens, je pense qu'on est dans une situation où on s'est approprié, et beaucoup de professeurs sont appropriés de nouveaux moyens qui vont continuer à utiliser de façon plus limitée, de façon complémentaire à la présence. Mais par exemple, l'enregistrement des cours, on le faisait déjà précédemment, de façon limitée. Un certain nombre de salles étaient équipées pour qu'un prof puisse enregistrer son cours. Les étudiants pouvaient le revoir par la suite. Bon, ça a été évidemment largement étendu. Et maintenant, il y a une demande des étudiants. On veut garder cela. Oui, parce qu'il y a un peu un phénomène d'habituation où ils se sont dit, en fait, c'était pas si mal. C'était pas si mal de pouvoir revoir un cours par la suite, même si on vient au cours, de dire, voilà, si j'ai un passage que j'ai pas bien compris, je peux charger la vidéo et voir ce passage-là. Alors, techniquement, c'est assez simple. Et les équipements pour le faire sont largement répandus dans l'université. Maintenant, on tombe sur d'autres problèmes. Des profs qui disent, voilà, écoutez, j'ai peur qu'on enregistre mon cours parce qu'on va en prendre un tout petit morceau et puis mettre ça sur des réseaux sociaux, ou peut-être je dis quelque chose d'un peu particulier, et qui, hors contexte, peut donner une impression tout à fait différente de ce qui a été fait. Alors, notre charte avec les étudiants, c'est que ce n'est pas fait pour ça, les enregistrements de cours, c'est fait pour les regarder, pas pour les diffuser. Mais évidemment, une fois qu'on a l'enregistrement, on en fait un peu ce qu'on veut. Oui, c'est bien beau d'avoir une charte, mais il faut encore qu'elle soit respectée. Bien sûr, mais d'un autre côté, celui qui le fait, il se met dans une position délicate. Maintenant, si on arrive à une situation où on est privé de ce genre de choses parce qu'il y a un abus du moyen, ce n'est pas bon. Et il y a aussi cette situation où, quand un prof donne cours, il fait parfois des remarques sur ce sujet qui sont plus ou moins directement liées au cours. Et ça fait partie de la formation. On parlait de former au débat, de former au débat d'idées. Mais parfois, un prof va exprimer une idée qui peut paraître radicale ou contraire au bon sens, de plus que pour quelques minutes après, dire voilà, je dis ça vous a fait réagir, discutons pourquoi vous avez réagi. Parce qu'il y a eu un débat entre-temps, ce qui a permis à cette idée d'évoluer. Et il peut donner une position peut-être radicale dans un certain sens qui va choquer un certain nombre d'étudiants, simplement pour leur expliquer, voilà, c'est pas forcément ce que je pense, mais je l'ai dit pour qu'on puisse voir comment peut s'organiser un débat. Et si on prend juste une petite portion du cours, ça peut donner un effet tout à fait différent. Donc là, il y a des outils à s'approprier et aussi voir comment ne pas les détourner de leur objectif pour qu'ils restent des outils accessibles à tous nos étudiants. Et c'est ça qui est effectivement très important. Pascal Van Grunderbeek, ça fait partie, cette démultiplication, cette démocratisation presque des cours à distance et de tout ce que ça permet. Tout ça, évidemment, ce sont des choses qui vont rester, même avec des cours à 100% en présentiel. Oui, notamment pour les raisons que monsieur le recteur vient d'évoquer, c'est la demande des étudiantes et des étudiants de pouvoir accéder à des enregistrements, par exemple, pour faciliter leurs apprentissages. En réalité, c'est une demande qui n'est pas nouvelle. En fait, elle existait déjà. On avait fait des enquêtes là-dessus il y a bien avant Covid. Et pour l'anecdote, il y avait deux éléments qui ressortaient en termes d'attente des étudiants. D'un point de vue logistique, vu le nombre d'écrans, ça n'échappera à personne, plus de prises pour les questions facilitées. De l'autre côté, en termes de support d'apprentissage, une demande pour plus de vidéos pour justement permettre cet apprentissage plus confortable. Donc ça fait partie des solutions qui vont demeurer. Peut-être pour rejoindre encore un autre élément sur des éléments positifs qui peuvent rester, je voudrais faire le lien avec l'exemple que M. Pironnet a cité lorsqu'un enseignant fait une démonstration, fait un schéma. En fait, assez paradoxalement, la situation a mis en évidence l'importance de ce que certains appellent une expérience équitable quand on suit son enseignement. Au fond, est-ce qu'on se pose la question, tiens, mon étudiante ou mon étudiant qui se trouve tout là-haut dans l'auditoire, est-ce qu'il voit correctement le support que je suis en train de dessiner, même si on est ensemble dans l'auditoire ? Et la question, évidemment, se pose lorsque j'ai des étudiants à distance ou lorsque j'enregistre mon cours.
Et là, les moyens technologiques peuvent être un moyen justement d'avoir un affichage de grande qualité, un enregistrement de bonne qualité qui fait que l'étudiant, quel que soit l'endroit où il se trouve, physiquement ou virtuellement au premier rang de l'auditoire ou tout en haut de l'auditoire, eh bien, va bénéficier d'une qualité de l'explication, du schéma qui va être faite. Et donc ça, ce sont des éléments aussi qu'on peut faire évoluer dans la durée, améliorer la qualité des supports d'apprentissage. Laurent Bellhomme, c'est en termes aussi de lien à ce moment-là et de santé psychologique des étudiants. On peut aussi tirer du positif du distanciel, ou ce sera toujours un caillou dans la botte des relations sociales de devoir faire des choses à distance? Je dirais que j'ai l'impression que je ne suis pas sûr, bon, ça mériterait des études et je pense qu'il va y en avoir beaucoup, beaucoup plus poussées. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le distanciel est un problème en tant que tel. Par contre, c'est un problème s'il n'y a pas autre chose. C'est le fait qu'il n'y ait pas autre chose dans lequel j'aurais tendance à voir le problème. Là, en revenant vers une situation où le distanciel vient comme adjuvant, on revient dans une situation qui est bénéfique à tous alors? On l'espère en tout cas. Je crois qu'il faut qu'on accepte l'idée qu'il y a encore des surprises et qu'on ne sait pas exactement quels vont être les après-coups pour peu qu'on soit dans l'après-coup de la crise. Mais je pense qu'en tout cas, l'enseignement à distance, nous on a pu entendre, j'ai toute une série d'étudiants, parce qu'en fait il y a des styles d'apprentissage un peu différents chez les étudiants. Il y en a certains pour lesquels ça peut mieux coller l'enseignement à distance, particulièrement s'il y a des besoins spécifiques, comme si... comme moi, vous avez des difficultés de la dysgraphie. Alors, c'est très dur de prendre note, d'avoir un substrat enregistré. C'est vraiment une belle amélioration. Et ça permet aussi, c'est ça, de varier les types d'apprentissage pour coller au maximum à la pluralité des étudiants. On en profite pour faire une deuxième et dernière petite pause. Juste après, on verra notamment s'il y a eu des conséquences en termes d'apprentissage, en termes de réussite. À tout de suite. La troisième et dernière partie du Pour Info consacrée à la rentrée académique. Adrien Pironnet, étudiant en deuxième master en droit à l'ULB. Est-ce que vous avez eu l'impression de souffrir de retard au niveau de l'apprentissage pendant cette année et demie? Je ne sais pas s'il y a vraiment eu cette impression de retard, parce que c'est vrai, les professeurs se sont adaptés. J'ai l'impression que l'enseignement, les apprentissages ont été relativement les mêmes qu'en présentiel, même si bon, il a fallu faire avec la technologie. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est de voir, par rapport aux étudiants qui ont été diplômés dans ces 2 dernières années, de voir la valeur de leur diplôme. Et c'est ça qui me fait le plus peur, parce que j'ai des amis qui ont, par exemple, ont été diplômés cette année et qui arrivent sur le monde du travail et les employeurs sont un peu plus réticents. Un diplômé 2020-2021, on considère que c'est un peu un diplôme au rabais, avec tout le respect qu'on a pour ces diplômés, évidemment. Ils ont un peu froid aux yeux de se dire... Voilà, il y a tous ces a priori de se dire, oui, les examens en ligne, voilà, c'est facile, machin, bazar. Mais, ce sont les employeurs en question, par exemple, ici, ont juste des a priori. Il n'y a pas eu, à mon avis, de renseignements plus profonds, parce que, je veux dire, quand on a eu vraiment les examens en ligne, on sait ce que c'est. On voit bien que c'est pas... C'était pas plus facile qu'avant. C'est pas plus facile qu'avant. Il y a eu une adaptation dans, justement, les examens, de manière à ce que on ne soit plus peut-être sur du 100% théorique. Ici, on met plutôt en application les principes. On essaye d'avoir quelque chose de beaucoup plus logique qu'à l'habitude. Pierre Wolper, est-ce que vous avez distribué des diplômes parce que c'était la crise sanitaire? Non, pas du tout. Et quand on regarde en fait les taux de réussite cette année, ils sont comparables à ce qu'on avait avant la crise. Bon, un peu légèrement supérieur en première session, peut-être un peu moins d'examens présentés en deuxième d'après les premiers chiffres que j'ai vus, mais globalement, ça reste tout à fait dans les mêmes moyennes. En 2020, la session juin 2020 était particulièrement bien réussie. On a fait les statistiques à ce moment-là. Mais n'oublions pas que c'est une session sur 10 sessions. Quand on fait un master... On a 5 ans d'études, session en janvier, une session en juin, et pour certains, une session aussi en septembre. Donc l'impact sur la qualité de la formation, même s'il y a eu quelques examens plus faciles que d'habitude en juin 2020, est très limité. Et je pense qu'on s'est adapté, et ce qui a été dit par d'autres étudiants est tout à fait significatif. Peut-être que les étudiants n'ont pas appris exactement la même chose que précédemment. Mais ce n'est pas pour ça que c'est moins bien. Ils ont été formés à peut-être réagir autrement.
on a appris aussi sur les types d'examens que l'on pouvait faire. Et évidemment, c'est plus facile de faire un examen de restitution. Et puis quand dans un environnement contrôlé, on peut le faire. Dans un environnement non contrôlé, un examen de restitution n'a pas de sens. Parce qu'on peut avoir les sources et contrôler et qu'on n'utilise pas des sources, c'est en tout cas soit ça devient extrêmement compliqué. Terriblement intrusif ou pas efficace. Il faut bien dire ce qui est. Donc, interroger autrement est aussi quelque chose qui est apparu dans nos habitudes. Et, par exemple, moi j'ai étudié aux États-Unis, j'ai fait ma thèse là-bas après mes études ici en Belgique. Et là-bas, les examens sont très très peu des examens de restitution, comme on en fait encore beaucoup ici. C'est pas pour ça que les étudiants sont moins bien formés. Mais c'est d'autres types d'apprentissage où on joue plus sur la logique, sur l'exploitation des connaissances. Et on est quand même dans un monde qui a largement évolué. La connaissance en elle-même est accessible. Si je me pose une question sur un sujet, je peux très rapidement trouver l'information. Maintenant, exploiter cette information, en faire ce qu'il faut pour pouvoir agir dans une situation ou réagir à une demande ou dans son métier, évidemment, arriver à l'objectif voulu, ça demande d'autres capacités auxquelles on formait déjà, mais je pense qu'on est peut-être allé un peu plus dans ce sens, et ça, c'est une bonne chose. Savoir utiliser des connaissances plus que savoir les restituer, Laurent Bellhomme, c'est effectivement ce qu'on peut retirer de positif aussi. C'est une espèce un entraînement à l'adaptation et à la flexibilité, à ce moment-là, pour les étudiants comme pour les professeurs. Oui, peut-être, j'ai l'impression pour les soignants aussi, en tout cas, et peut-être que ça, c'est une compétence qui nous servira bien demain, de pouvoir s'adapter à des circonstances changeantes. Je ne sais pas quoi ajouter de plus, mais j'ai l'impression qu'en effet, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, parce que les étudiants ont appris à pouvoir maintenir un niveau de qualité important dans des circonstances personnelles qui étaient parfois très, très changeantes, très mouvantes, et aussi à nouer des contrats d'exception avec certains professeurs chargés de cours pour pouvoir malgré tout garder la qualité et le niveau qui était attendu, mais en organisant des exceptions étant donné les circonstances. Et ce qui change aussi un petit peu dans les façons de faire. Pascal Van Grunderbeek, du côté du Learning Lab de l'UC Louvain, on envisage comment cette situation? Est-ce que la crise a provoqué un retard dans les apprentissages, ou en tout cas certaines lacunes? Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un essoufflement sur la réussite des secondes sessions. Donc ça, c'était un élément manifeste ce qui expliquait qu'il y avait vraiment urgence à un retour à la présence pour créer toutes les conditions pour que ça se passe. Je suis persuadé qu'il n'y a pas eu de rabais sur les exigences académiques, mais les conditions pour pouvoir la mesurer ont évidemment été extrêmement contraintes. Et dans la variété des dispositifs d'évaluation, on a pu observer, par exemple, qu'il y avait au moins une vingtaine de % d'autres formes d'évaluation qui se faisaient, par exemple, sous la forme de travaux continus. Et donc, ce sont dans cette logique de faire une évaluation continue, de ne pas forcément être exclusivement sur une évaluation finale. Ça, ce sont quand même des modalités qui sont aussi un peu nouvelles dans le monde de l'enseignement supérieur par chez nous. Donc, ça, ce sont des évolutions intéressantes. Autant de conditions finalement pour l'accompagnement que nous menons au sein du Louvain Learning Lab, comme nos confrères et nos consoeurs dans d'autres universités, autres écoles évidemment, c'est d'accompagner les enseignants dans ces pratiques, de les accompagner dans leur réflexion, dans leur adaptation. Et ça se manifeste par exemple, comme nous l'avons fait la semaine dernière, on a eu en fait les profs étaient en pré-rentrée d'une certaine manière pour préparer la rentrée académique de cette semaine. Et donc pour donner juste quelques exemples très concrets, la semaine dernière nous avons accueilli pendant 2 jours les académiques nouvellement engagés. Ce sont pour une infime minorité d'entre eux des premières expériences d'enseignement, mais pour la majorité de ces enseignants qui rejoignent l'université cette année, ce sont des enseignants qui peuvent nous faire bénéficier de pratiques qu'ils ont pu faire justement dans d'autres universités avec parfois d'autres manières d'évaluer ou de travailler avec leurs étudiants. Donc on a travaillé 2 jours avec eux. On a également accompagné ce qu'on appelle chez nous la journée des responsables de programme, dont la thématique centrale cette année, justement en pensant en particulier aux nouveaux entrants, aux nouveaux étudiants et nouveaux étudiants, et travailler sur l'accompagnement à la réussite, tous les dispositifs d'aide à la réussite dont on sait qu'ils ont des impacts très prometteurs s'ils sont véritablement intégrés aux activités d'enseignement. Donc on a eu des enseignants qui sont venus témoigner, par exemple, dans le domaine du droit,
de la manière d'accompagner les étudiants sur les épreuves à blanc, de leur donner accès à des copies anonymisées pour comprendre comment satisfaire aux qualités d'évaluation. Voilà, des dispositifs de remédiation à l'intérieur des cours qui sont mis en place, par exemple, dans les cours de biochimie. Donc voilà, autant d'exemples qui ont été faits comme ça. Et puis on a clôturé la semaine dernière par une dernière journée qui était un premier programme centré sur les éléments dont les enseignants peuvent avoir besoin à la rentrée. Là aussi, des exemples concrets, je mets en place mon cours, comment est-ce que je peux l'organiser dans mon cours en ligne pour compléter mes cours en présentiel, pour que mes étudiants comprennent bien la structure du cours. On sait aussi la distance à montrer l'importance de la structure, et la structure, eh bien, elle est importante. Je peux donner du conseil à l'oral, je peux donner du conseil visuellement dans mon support, mais je peux aussi aider mes étudiants avec une structure très claire et très accessible dans un support en ligne. Donc ça, ce sont autant d'exemples très concrets qu'on a travaillé avec eux dans cette semaine d'accueil et d'accompagnement. Donc ça, c'est ce qui est au cœur de nos préoccupations ici avec eux pour le moment. Quand on dit université, on a effectivement souvent tendance à considérer une institution installée, historique, qui a parfois un petit peu du mal à bouger, peut-être. Là, en vous entendant, c'est bien la preuve aussi qu'on n'a jamais fini d'apprendre, y compris pour les enseignants dans les institutions les plus réputées et reconnues du pays. Je veux rebondir là-dessus. Les universités bougent, ont toujours bougé. Et les universités aussi font bouger le monde autour d'elles. Donc ça, c'est un élément. On contribue au progrès par de recherche. Ça fait aussi partie du rôle des universités. Ça fait partie du rôle des universités. Et par rapport au marché de l'emploi, je pense que les craintes par rapport aux diplômés 2020 ou 2021 ne vont pas se concrétiser. Parce que nos étudiants sont formés, ils ont des connaissances, et je dirais même, ils ont peut-être d'autres connaissances et d'autres aptitudes que des étudiants diplômés d'autres années n'ont pas pu acquérir. Parce qu'ils n'ont pas dû faire face à ces situations particulières. Savoir s'adapter à une situation qui a évolué, à un changement brutal, ça fait partie des caractéristiques et des compétences utiles dans le monde du travail. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Je voulais encore vous entendre, Pierre Wolpert, sur une question juste avant de faire une petite pause. C'est un peu plus léger, mais ça fait partie de la vie universitaire. La rentrée qui reprend avec aussi le retour des activités folkloriques, c'est aussi parce que, comme on le disait notamment en première partie, c'est une expérience globale, la vie d'étudiant. Et donc rouvrir l'université en rouvrant juste les auditoires, ça n'aurait pas tout à fait été suffisant. Non, mais de toute façon, les étudiants vont organiser leurs activités folkloriques. Dans tout ce que nous leur demandons, c'est de le faire dans des conditions sanitaires correctes. Et ça veut dire, pour tout ce qui est événement avec du monde, d'avoir le CST, le Covid Safe Ticket. Bon, c'est imposé de toute façon générale dans le pays. Et les fêtes étudiantes doivent, au minimum, et je dirais même, je voudrais aller plus loin, satisfaire ces exigences et le faire chaque fois qu'on fait une fête avec des étudiants. Les contaminations sont faciles si on n'est pas dans un contexte un peu protégé. Et vous me le disiez aussi en préparant l'émission, dans ce qui concerne les activités organisées par l'ULG, par l'ULiège, peu importe leur nombre de participants, ce sera aussi avec le Covid Safety Ticket. C'est ça, et que ce soit des activités, même, vous savez, du personnel qui se réunit. On fait une fête du personnel pour réunir les gens, justement. Et là, c'est Covid Safety Ticket, et même quand on fait un événement de plus petite taille, disons un petit moment de détente à la fin d'une journée, c'est Covid Safety Ticket si on est dans une situation qui n'est pas une situation où on peut respecter les règles professionnelles. Voilà, qui sera bien noté en tout cas. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Très bonne rentrée à tous aussi. Pierre Wolpert, le recteur de l'Université de Liège, Laurent Bellhomme, psychologue, responsable d'équipe chez Psycampus, Adrien Pironnet, étudiant en 2e master en droit à l'ULB. Bonne dernière année alors. Merci. C'est ça qu'on peut vous souhaiter. Et on était également avec Pascal Van Grunderbeek, conseiller pédagogique au numérique à l'UC Louvain Learning Lab. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On sera évidemment attentif encore dans les semaines à venir à la situation des étudiants. On espère que l'on restera sur les modalités qui ont été décidées pour cette rentrée avec des cours à 100% en présentiel. Merci à vous de nous avoir suivis d'ici quelques instants. Comme toujours sur LN24, c'est avec l'info que vous avez rendez-vous. À demain.